Et donc, nous appelons Patrick Couvet pour le Super. début de la séance. Merci de Donc, me c'est donner une la séance parole. dense, hein, ça va être formidable. Madame la C'est Présidente, bien. Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis à la fois honoré d'être à nouveau présent et comme orateur et fier d'être dans ces locaux avec vous. J'ai voulu, à travers ce thème, associer différents orateurs venus d'horizons différents, parce que je pense que c'est l'échange qui nous fait progresser, et c'est surtout cette vision prismatique qui nous permet de relativiser soit nos interrogations, soit justement nos certitudes. Le déroulé de cet après-midi est un peu celui-là. Je vais introduire les notions de biais, d'erreur, d'effet tunnel, etc. Tous ces mots qui ne sont pas forcément toujours très clairs dans l'esprit de chacun. Puis, les différents orateurs rapporteront leur propre expérience, leur propre incertitude, plus que certitude, concernant ces sujets. Et ensuite, nous reprendrons tous ensemble la parole, si vous en êtes d'accord, pour essayer, autant que faire se peut, de répondre à vos interrogations. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Donc, les événements indésirables qui sont associés aux soins sont fréquents, contrairement à ce qu'on peut croire, avec un événement indésirable tous les 5 jours par secteur de 30 lits et surtout un coût très important, puisque la dernière enquête qui avait été faite en 2011 estimait à 700 millions d'euros par an, ce qui, dans cette période de disette, est non négligeable, le coût des événements indésirables annuels. Il faut savoir que depuis 1990, les travaux des psychologues anglais James Reason et Charles Vincent ont fait évoluer la notion du risque euh, grâce à la prise en compte du contexte organisationnel, grâce à une démarche d'identification, d'analyse et de correction de ces événements. Et on a relevé que les défaillances ou erreurs étaient fréquemment mise en évidence. En effet, lorsque survient un événement inattendu qui est lié soit à un défaut d'organisation, soit à une erreur humaine, soit à une négligence, les marges de sécurité qui sont représentées par les protocoles de l'établissement et du chirurgien représentent les défenses. Donc en théorie, l'anomalie et l'erreur est donc corrigée et n'entraîne pas de conséquences. Cependant, si ces défenses sont submergées ou dépassées, l'anomalie va progresser vers l'incident critique qui peut lui-même aller jusqu'à l'accident, c'est-à-dire le dommage irréversible. L'erreur est donc définie comme une performance qui dévie de l'idéal réalisable, mais elle est intrinsèque à tout système élaboré car les performances des humains sont limitées, notre cognition, notre mémoire, nos capacités de gestion simultanée ne sont pas infinies, et évidemment, nous perdons de cette efficacité dans des conditions dégradées comme la fatigue, le stress, les biais cognitifs ou bien encore les contraintes organisationnelles. Plusieurs facteurs individuels prédisposent les professionnels de santé aux erreurs, parce que nous avons des capacités de mémorisation limitées, malgré les plus intelligents d'entre nous. Et force est de reconnaître que la quantité d'informations obligées d'être connues dépasse largement nos capacités de mémorisation. Le cerveau humain n'est pas extensible à l'infini et la mémoire est un sujet. Bien évidemment, la fatigue affecte cette mémoire. De nombreux pays ont déjà, à travers les acronymes que vous pouvez lire, modifié le nombre excessif d'heures travaillées. Pour les médecins, qui sont souvent largement contributeurs, car le taux d'erreur est largement lié au manque de sommeil. Et il y a même une étude qui a montré que les internes faisaient plus de fautes, plus d'erreurs après 24 heures de garde, et que ce manque de sommeil était assez proche de ce qu'on peut retrouver après une intoxication alcoolique. Le stress est aussi un élément important car les performances d'un individu sont optimales à un certain degré de stress parce que ça nous laisse vigile, ça nous laisse dans le jus. Mais si ce stress augmente, les performances ont tendance à décliner. De la même façon, si le stress diminue, eh bien évidemment, on s'ennuie et la vigilance baisse. Nous allons beaucoup parler des biais cognitifs. Alors, vous avez entendu ce mot. Est-ce que vous pensez prendre vos décisions toujours en toute liberté? Première erreur. Ces biais cognitifs altèrent nos choix. Si vous vous sentez concerné, euh, si vous vous sentez concerné et que vous dites oui trop vite, vous êtes probablement victime d'un biais de cadrage serré. Et si vous pensez non, c'est que vous êtes dans un biais d'excès de confiance. On a défini des tonnes de biais, chacun a mis son nom dessus. Je crois qu'il y en a plus de 36. Évidemment, on les énumérera pas tous. Mais, et c'est ce que nous expliquera Éric Lévesque, les facteurs organisationnels sont très liés aussi à ces biais, par manque d'expérience des professionnels, par des contraintes liées au temps, par des équipes improvisées,
ou une vérification inappropriée, des procédures défectueuses, une information inadéquate, des erreurs de communication parfois liées à la langue, sans oublier les comportements dangereux euh, euh, de certains d'entre nous. Deux grands types d'échecs sont à l'origine d'erreurs. Premier cas, une action planifiée, appropriée, ne se déroule pas comme prévu. On parle d'une erreur d'exécution. Il peut s'agir d'un raté si l'action est observable ou d'un lapsus si elle ne l'est pas. Typiquement, appuyer sur le mauvais bouton d'un dispositif, c'est un raté. Mais un trou de mémoire, comme oublier d'administrer un médicament, c'est un lapsus. L'autre pendant, c'est une action planifiée mais non appropriée. Il s'agit d'une erreur de planification de l'action, par non-respect d'une règle, ou si une mauvaise règle est appliquée, ou par défaut de connaissance. Mais il n'y a pas toujours de relation directe entre la survenue d'une erreur et les conséquences sur le patient. Parce que de mauvais résultats, hélas, peuvent être obtenus chez des patients, mais en l'absence de toute erreur. D'autre part, des traitements entraînent des complications. Enfin, l'existence d'erreurs ne se traduit pas toujours par un mauvais résultat, surtout si on a pris une mesure appropriée pour éviter qu'elle aille trop loin. Et ces résultats, en plus, sont liés à notre perception de l'erreur, et c'est aussi un phénomène de biais rétrospectif lorsqu'on a la connaissance du résultat à distance. Ces accidents ont toujours des causes multifactorielles. En général, le facteur humain est cependant impliqué dans plus de la moitié des accidents et nous avons vu que plusieurs anomalies pouvaient être en cause et produire cette erreur. Mais ce qui, je répète, c'est que l'erreur fait partie du fonctionnement normal des systèmes complexes et en particulier du cerveau humain. Car en règle générale, l'homme n'est pas seul en cause. Il est impliqué dans un scénario qui l'a amené à cette situation. Bien sûr, l'homme est aussi le facteur clé lorsque les défenses et les barrières sont dépassées. Mais son intelligence, son esprit plastique, son esprit critique doit lui faire inventer une solution adéquate. Peut-être que Didier Lamy, qui était ex-instructeur Air France, nous parlera, et vous l'avez tous vu dans le film Sully, de l'expérience du commandant Sullenberger qui va délibérément poser son avion dans l'Hudson, contrairement à ce que tout le monde lui demandait et contrairement à ce qu'on exigera de lui dans l'enquête. L'opérateur, en effet, est à l'extrémité d'une chaîne de situations. C'est le modèle du switches de Reason. Un enchaînement de circonstances malheureuses ou de défauts vont faire que les systèmes de défense vont être défaillants. Les mathématiques du chaos ont mis aussi trois données essentielles. On peut calculer la probabilité d'un accident, mais on ne peut jamais prédire son timing, soit survenu. De même, la fréquence des événements est inversement proportionnelle à leur gravité. Il y a beaucoup d'événements mineurs, les catastrophes sont rares. Et les systèmes complexes ont aussi un certain degré d'instabilité. C'est classiquement l'effet papillon, c'est-à-dire que l'effet délétère apparaît à distance de l'élément causal. Mais ces constatations montrent que les événements graves sont par nature imprévisibles et peuvent survenir à tout instant. C'est le principe de la loi de Murphy, c'est que si quelque chose doit déraper, il le fera au moins une fois. D'autre part, les travaux de neurophysiologistes et de neurologues ont montré que paradoxalement, la connaissance et l'expérience sont la source des biais cognitifs. En effet, plus on maîtrise un sujet, moins on est susceptible de détecter une anomalie ou une rupture, en particulier dans un environnement complexe. Cependant, nous disposons de deux façons de gérer nos réponses face à un incident. Le niveau d'intégration faible dont on vous parlera, c'est un automatisme, une routine, c'est-à-dire que ça consiste à appliquer un fonctionnement déjà appris et opérant, mais ça ne permet pas de trouver une solution nouvelle à un problème inconnu. Typiquement, là encore, le Rio-Paris, où les pilotes se sont fixés sur les données des instruments sans se rendre compte, leur avion décrochait parce qu'ils n'avaient pas appris cela. Décrochage à haute altitude. Le niveau d'intégration de type 2, alors là, c'est une réflexion consciente, c'est-à-dire que on va inventer une solution originale, mais évidemment, comme on travaille en temps réel, eh bien, le débit est plus lent et séquentiel. L'effet tunnel, c'est un blocage cognitif majeur qui va enfermer un individu dans un seul diagnostic ou dans une seule activité. C'est-à-dire que l'opérateur est obnubilé par l'option qu'il a choisie délibérément et il ne remet pas en question sa conduite malgré des données qui lui sont données et qui sont discordantes avec son choix. En gros, concentré sur la gestion de la crise, il n'y a plus de vision d'ensemble, il est dans un tunnel et il interprète toutes les informations qu'on lui donne ou qu'il peut recueillir lui-même en fonction du schéma qu'il a sélectionné, en reproduisant toujours et encore la même action. Plusieurs processus bloquent son mental.
espèce de scotomisation des données, un ancrage sur le diagnostic avec ce qu'on appelle un biais d'interprétation, une tendance à la sous-estimation des risques encourus et une présomption à se croire infaillible en refusant d'appeler à l'aide. On verra que les défauts de communication sont la première cause de friction au sein d'une équipe, et particulièrement dans une salle d'opération, puisque la transmission de l'information est la cause d'un échec dans 30% des cas, et le défaut de communication un facteur causal dans près de 50% des accidents chirurgicaux, parce que le message est inaudible, parce que le moment est mal choisi, parce que le contenu du message est mal défini, ou qu'il est inexplicite, que la transmission n'est pas adéquate, que l'interlocuteur est mauvais, et les vociférations sont jamais une bonne façon de gérer les stress de l'événement. Alors, j'ai voulu faire intervenir, comme je vous l'ai dit, des participants qui sont très au fait de ces biais et de ces notions d'erreur, mais à travers des univers différents du nôtre, parce que je pense qu'une vision, encore une fois, prismatique permet de mieux se remettre en question. Et j'ai demandé à Bernard Clavry, qui est neurophysiologiste et qui a créé un institut cognitif, de venir nous parler de cela. Et j'ai souhaité ensuite que René Jancovici, qui est un chirurgien militaire, nous fasse part de son expérience de terrain. Puis Florence Pouzet, qui est économiste, nous parlera des biais cognitifs dans l'intelligence économique. Enfin, Éric Lévesque, qui est anesthésiste à Tours, nous expliquera comment l'organisation est aussi un paramètre très important dans la gestion de ces biais. Et enfin, Didier Lamy, que j'ai déjà cité, fera l'analogie avec le milieu médical. Et ensuite, comme je l'ai dit, je reprendrai la parole et on introduira une discussion collégiale si vous le souhaitez. Merci.